Alors bonjour à tous et toutes pour ce nouvel épisode de Au fil du mandat. Ça sera le premier épisode Au fil du mandat depuis la dissolution. Donc j'ai été réélu au mois de juillet 2024 et on est au mois d'octobre. Il y a donc plein de choses à voir à propos. Alors d'abord, je vais vous donner quelques informations. Je siège au sein du groupe écologiste et social puisque je ne suis plus à la France Insoumise. Ensuite, je siège au sein de la commission des affaires sociales et plus au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc ça change un peu l'activité parlementaire et vous allez vous en rendre compte. Alors, la première chose que je voulais quand même vous raconter, la première actualité qui, moi, me touche, c'est la question du climat, évidemment. Vous l'avez vu et on l'a vécu, nous, en tant que franciliens, avec les inondations à Paris. Il y a des inondations qui ont été mortelles en Espagne, avec plus de 218 morts la semaine dernière. Il y a des incendies aussi de forêt qui touchent aujourd'hui le Canada et qui ont touché dramatiquement aussi la Grèce au mois de cet été. Et donc, j'ai posé ma première question au gouvernement sur la question du climat. Qu'allez-vous faire pour stopper le démantèlement de Fret SNCF et le report des marchandises sur la route? Et qu'allez-vous faire pour stopper l'explosion de l'usage des jets privés dont le trafic a augmenté de près de 46% depuis 2019? C'est un scandale. Et dans cette question gouvernement, je montrais notamment l'inaction du gouvernement et c'est assez patent sur deux sujets qui sont d'actualité. Le premier sujet, c'est la question du fret ferroviaire, parce que contrairement à tout ce qu'il faudrait faire, le gouvernement a décidé de démanteler Fret SNCF et avec un report mécanique de l'ensemble des marchandises sur la route. Deuxième sujet qui, moi, me touche parce que je trouve que c'est une hérésie, c'est la question évidemment des jets privés. Pourquoi cette question-là? Parce que c'est de l'inessentiel. On n'a pas vraiment besoin de se transporter en jet privé. On a besoin des fois d'utiliser sa voiture pour aller au travail, mais le jet privé, c'est pas essentiel. Et ils ont augmenté de 46% leurs émissions de gaz à effet de serre depuis 2019. Et le gouvernement ne fait strictement rien. Et la ministre, d'ailleurs, n'a pas répondu. Donc ça, c'est la première question sur le climat. D'ailleurs, au mois d'octobre, je suis aussi intervenu à la demande d'Alternativa sur la question des forêts et du cycle de l'eau. Je suis intervenu au moment de l'arrivée d'Alternativa du cycle Alternativa Tour. Je suis aussi intervenu à Alternativa à Marseille, ensuite sur un débat sur les mobilités. C'était assez intéressant de discuter avec des associations, notamment le Schist Project, sur comment on pourrait faire autrement pour nos mobilités. Et en amont de la préparation des projets de loi de finances sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, j'ai auditionné le réseau Action Climat et ça a été assez intéressant parce qu'on a essayé de travailler sur la taxation des billets d'avion. Et d'ailleurs, c'est un des amendements au projet de loi de finances qui a été retenu par le gouvernement. Et donc, on va avoir quelques petites avancées là-dessus. Alors maintenant, quels sont les gros dossiers sur lesquels je suis intervenu à l'Assemblée? Alors, il y a deux gros dossiers évidemment. C'est le projet de loi de finances d'une part, c'est le budget de l'État, c'est assez simple à comprendre. C'est ce qu'on vote à chaque année à l'automne. Et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est un projet de loi de finances, on ne le sait pas, mais différent. La sécurité sociale gère vos retraites, elle gère votre santé, elle gère aussi les questions des accidents du travail. Voilà, et donc c'est un budget à part qui est géré avec nos cotisations, j'y reviendrai. Donc avant de parler des projets de loi de finances, et parce que souvent on le décrit pas, je vais commencer par vous décrire en gros le travail préparatoire. C'est-à-dire quels sont les acteurs que j'ai rencontrés et que nous avons rencontrés avec mes collaborateurs en circonscription et à Paris et qui permettent ensuite de travailler assez proprement au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors on a rencontré d'abord le Tour de France de la santé. C'est un ensemble d'acteurs qui est vraiment impliqué sur la question des déserts médicaux, sur la question de l'effondrement du système hospitalier avec psychologues, psychiatres, médecins, infirmières, etc. Et on les a rencontrés à l'Assemblée nationale pour qu'ils nous fassent un point sur l'état de santé de notre système de santé, si je puis m'exprimer comme ça. Ensuite, quels sont les autres acteurs qu'on a rencontrés? On a rencontré aussi différents spécialistes, on va dire. On a rencontré des puéricultrices, qui sont des infirmières spécialisées dans certains types de domaines. En circonscription, on a aussi rencontré les infirmières libérales du collectif Les Infirmières en colère. Elles nous ont expliqué aussi les difficultés qu'elles avaient avec l'inflation et aussi avec le fait qu'un certain nombre de prises en charge était difficile pour elles parce que en fait elles sont de moins en moins nombreuses.
On a aussi rencontré les médecins libéraux, hein, qui nous ont donné aussi des billes sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui coûte cher aussi, hein. Ils nous ont raconté l'existence de centres un peu de maisons de santé privées qui marchent, qui sont extrêmement rentables mais qui coûtent cher à la sécurité sociale et qui sont quasiment de la médecine libère. On a rencontré aussi le château en santé, ça c'est l'autre modèle, hein, le modèle que nous on défend plutôt, qui est un modèle de centre de santé communautaire, hein, où dans un quartier populaire, on a des médecins, des médiateurs en santé, des psychologues, qui travaillent tous et toutes ensemble pour travailler à la santé de l'ensemble des citoyens et citoyennes du quartier. On a rencontré des orthophonistes, par exemple, qui nous ont expliqué aussi les difficultés de leur métier. Et voilà, on a rencontré un très très grand nombre d'acteurs, les petits frères des pauvres aussi, qui vont parler beaucoup du problème de la grande pauvreté chez les personnes âgées. Et tout ça, ça nous a permis de mieux réfléchir aux besoins de santé, aux besoins sur les questions de retraite et à mieux agir au sein du projet de loi de finances de sécurité sociale. Alors maintenant, je vais vous décrire un petit peu les dossiers que j'ai portés dans ce projet de loi de finances de sécurité sociale. J'étais assez présent à l'Assemblée sur ces questions parce que j'ai été nommé par mon groupe, le groupe écologiste et social, chef de file sur cette question, avec Sébastien Pétavy. On a d'ailleurs rencontré la ministre juste avant le début du travail parlementaire. Et donc, on a travaillé sur plusieurs sujets. D'abord, la question des cotisations sociales. Les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais normalement, une partie de votre salaire, c'est ce qu'on appelle des cotisations. Alors, la droite appelle ça des charges sociales. Et ces cotisations permettent de financer l'assurance chômage, permettent de financer l'assurance maladie, permettent de financer la famille, permettent de financer vos retraites. Donc, c'est une partie de votre salaire. Et ce qui s'est passé pendant des années, c'est qu'on a exonéré de cotisations sociales les entreprises, notamment au niveau du SMIC, avec l'idée d'alléger le coût du travail. Et une partie seulement des cotisations ainsi imputées ont été remplacées par des impôts, en fait, hein, notamment par une partie de la TVA et une partie de la contribution sociale généralisée que chacun et chacune vous payez au moment de l'impôt. Et donc, c'est intéressant dans ce projet de loi de finances, c'est que le gouvernement s'est rendu compte que ces exonérations de cotisations sociales étaient allées trop loin. Maintenant, c'est 80 milliards d'euros qui sont exonérés de cotisations sociales. C'est un manque à gagner pour la sécurité sociale de 80 milliards d'euros sur un budget de 650 milliards d'euros. Ces exonérations ont soi-disant permis de sauver entre 40 000 et 460 000 emplois selon les estimations. Notez bien que quand même, entre 40 000 et 460 000 emplois, c'est pas très précis. Bon. Mais faisons ensemble un petit calcul. Vous êtes tous passés par le CM1, donc la division, ça devrait marcher. Avec 80 milliards d'euros, le secteur public pourrait embaucher, est-ce que vous avez fait le calcul, 2,5 millions de salariés payés 2 000 € net par mois. Et donc ça permettrait d'embaucher des soignants, du personnel pour les hôpitaux, pour les EHPAD, des professeurs pour les études de santé, du personnel pour la CAF et la CARSAT. Vous voyez bien le problème de ces exonérations de cotisations sociales. Donc, ils avaient proposé un article qui était l'article 6, qui permettait de revenir sur une partie de ces exonérations de cotisations sociales, c'est assez technique, avec l'idée qu'il fallait moins exonérer au niveau du SMIC, parce que sinon, les employeurs ont pas intérêt à faire augmenter les salaires, ils ont intérêt à employer les gens au SMIC, puisqu'au SMIC, ils payent moins de cotisations sociales. Et ça, c'est vraiment un gros souci, puisque du coup, en France, on a une augmentation massive des gens qui sont rémunérés qu'au SMIC. Parce qu'actuellement, on focalise les maximums d'exonération au niveau du SMIC, et ça a une conséquence très claire, c'est que, en fait, on a poussé l'ensemble du salariat français à une smicartisation. Et on a défavorisé l'augmentation salariale. Et donc, ce qui est intéressant, je vous raconte cette histoire parce que c'est vraiment intéressant parce que, moi, j'ai travaillé un amendement où j'ai proposé un nouveau modèle d'exonération de cotisations sociales pour qu'on ait beaucoup moins et qu'on gagne 13 milliards d'euros pour la Sécu. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a voulu ouvrir cette question des cotisations sociales et des exonérations de cotisations sociales, et c'est un manque à gagner pour l'hôpital, pour les soignants, pour vous aussi. Mais en réalité, il n'avait pas la majorité pour le faire. Et ce qui est fou, c'est que l'article 6 qui était proposé par le gouvernement, eh bien finalement, c'est le NFP, le Nouveau Front Populaire, et la gauche qui a voté pour. Et c'est les macronistes, donc soi-disant les soutiens du gouvernement, les républicains et le Rassemblement national qui ont voté contre. Donc le seul point positif qu'il y avait dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, finalement, la majorité l'a refusé contre l'avis du gouvernement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, mais c'est incompréhensible, c'est normal, on est dans une situation politique complètement folle.
Bon, ça c'était le premier sujet sur lequel on a beaucoup bataillé, c'est-à-dire redonner de la valeur à la cotisation sociale. C'est redire l'importance de la cotisation sociale parce que c'est une partie de notre salaire et que c'est à nous de le gérer et que on ne doit pas en être spolié. Et il faut arrêter ce discours de dire qu'on paye trop de cotisations sociales. Bon. Proposer un amendement sur lequel on avait un modèle où on lissait les exonérations de cotisations sociales pour éviter les paliers, et on disait que pour les très hauts salaires, d'ailleurs c'était même reconnu par nos collègues du MoDem, pour les très hauts salaires, on sait que ça n'a pas d'effet positif, les exonérations de cotisations sociales, parce que si vous voulez recruter un ingénieur très hautement qualifié, vous n'allez pas vous poser la question de son exonération de cotisations sociales, vous avez besoin de sa qualification, et c'est pas une question. Et donc le modèle que j'ai proposé permet de récupérer 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. C'est quand même pas mal. Deuxième sujet, c'est que on voit bien, il y a 18 milliards d'euros de déficit pour la sécurité sociale cette année. En gros, au niveau des hôpitaux, il manque 3 à 5 milliards pour qu'ils puissent vivre correctement. En plus, il y a beaucoup d'hôpitaux, la moitié des hôpitaux qui sont en déficit eux-mêmes et qui sont en dette. Donc, du coup, il y a vraiment la nécessité de récupérer des moyens pour notre santé. Et c'est vrai aussi pour nos retraites. Et donc, l'autre chose qu'on a proposé, c'était de faire payer les plus riches et le capital. Et donc là-dessus, moi j'ai proposé un amendement notamment pour que les milliardaires payent d'une manière exceptionnelle une part pour la sécurité sociale. Cet amendement est passé en commission, mais pas en séance. Et j'ai aussi un amendement qui permettait de faire contribuer un petit peu plus les revenus de la contribution sociale généralisée. Donc c'est revenus en gros de votre épargne. L'idée c'est que l'épargne, je sais pas, vous avez des revenus de l'épargne, c'est le taux d'intérêt, voilà. Donc en gros, c'est 50, 100 euros pour ceux qui ont une petite épargne. Ça peut être beaucoup plus pour ceux qui ont une grosse épargne. Et l'idée, c'était d'augmenter la contribution de cette épargne à la sécurité sociale. Ça, c'est passé en séance. Et si le budget avait été voté ensuite, c'est quelque chose qui en a rapporté presque 5 milliards d'euros à la sécurité sociale. Donc de l'argent, il y en a, c'est ça que je vais vous démontrer. L'autre chose qu'on a essayé de travailler et qui nous a valu beaucoup de débats, c'est la question des taxes comportementales. On sait que l'alcool, le tabac, mais le sucre aussi, coûte beaucoup à la sécurité sociale. Et moi, j'avais rencontré en amont, je vous ai parlé un peu des rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré France Addiction, qui est vraiment une association admirable sur cette question, et qui nous a poussé à défendre un amendement sur la question de la taxation de l'alcool. Il y a une partie des taxes sur l'alcool qui vont directement à la sécurité sociale pour la prévention. Et ce qui est surprenant, c'est que finalement, c'est que pour les alcools au-dessus de 18 degrés. Et il n'y a aucune raison à ça, parce que le vin produit les mêmes effets quand on en boit beaucoup que de l'alcool fort. Et du coup, on a essayé de proposer un amendement pour généraliser ça. Alors cet amendement vise à harmoniser la fiscalité sur l'alcool. Aujourd'hui, seuls les alcools titrant à plus de 18% sont concernés par la cotisation sécurité sociale. Avec cet amendement, nous proposons de l'étendre à tous les alcools. S'il n'y a pas de raison, en réalité, un alcool de whisky a exactement le même effet, un gramme d'alcool de whisky, qu'un gramme d'alcool de vin rouge. Et je me suis heurté à quelque chose que je ne connaissais pas, c'est le lobby de l'alcool. Et notamment un rapporteur général, donc qui explique en fait, qui rapporte sur la loi, qui était du membre des Républicains, qui m'a expliqué que les gens qui arrivaient aux urgences, ils n'avaient pas bu de vin rouge. Ça, c'était un moment relativement extraordinaire pendant ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le pire, c'est qu'on était tous foutus de sa gueule, et c'est très grave ce qu'il disait. Et qu'en séance, il a rajouté une couche, c'est-à-dire qu'en séance, pendant l'Assemblée, imaginez, il a quand même réussi à dire qu'on pouvait pas être sous avec du Châteauneuf du Pape. Ça, moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je n'ai jamais dit que c'était un vin classique qui amenait l'alcoolisation aiguë chez les jeunes. J'ai dit qu'ils étaient plutôt sur de la consommation d'alcool fort ou de l'alcool en cubi, mais certainement pas sur la bouteille de Bordeaux qui accompagne un repas particulier. Alors, je voudrais répondre à Monsieur Neuder. L'alcool n'est pas seulement impliqué dans les cancers et les maladies cardiovasculaires, mais aussi dans les accidents de la route, dans les violences conjugales, et j'en passe. Et donc, ce n'est pas seulement un problème de jeunes, Monsieur Neuder. On peut parfaitement faire une soirée bourgeoise, boire du Châteauneuf du Pape, et tuer une famille sur la route en rentrant. Ça arrive, hélas. Donc, globalement, ça a été un débat assez fort contre les lobbies. On a perdu sur l'alcool, on a perdu sur le tabac, mais on a gagné quand même sur le sucre. Et a priori, il y aura une augmentation des taxes sur le sucre, parce que la question de l'obésité est une question vraiment problématique. Donc voilà, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, un certain nombre de sujets que moi j'ai portés, et je pense que je vous ai un peu près tout décrit. Sur le projet de loi de finances, c'est la partie budget de l'État, cette fois-ci, j'ai continué à porter mes marottes, donc j'ai continué à défendre
le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai obtenu quand même si c'est symbolique puisque c'était qu'en commission, la suppression de l'HERS, qui est l'instance totalement bureaucratique qui évalue les chercheurs et les labos. C'est pour ça que cet amendement propose de supprimer cette institution et ça rapporterait 24 millions d'euros au budget de l'État et nous proposons de redonner aux universités et aux établissements la prérogative d'évaluer leurs unités de recherche. J'ai défendu l'idée de supprimer la recherche en mode projet et donc de supprimer l'Agence nationale de la recherche et de redonner des crédits récurrents. Et puis, on a eu tout un tas de débats sur la gratuité de l'université, sur la suppression de Parcoursup, sur la titularisation de tous les précaires, qui seront des amendements que je défends chaque année, que je travaille chaque année avec les syndicats sur l'université et la recherche. Je suis aussi intervenu en séance, vous pouvez retrouver la vidéo sur le crédit impôt recherche. C'est pareil, c'est 7,8 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises pour soi-disant faire de la recherche et de l'innovation. En réalité, c'est souvent juste de l'optimisation fiscale et j'ai défendu et je continuerai de défendre la suppression de ce crédit impôt recherche. 7,6 milliards d'euros, c'est presque 2 fois le budget du CNRS. Deuxième chose qui, moi, en tant qu'ancien chercheur, m'agace beaucoup, c'est que quand on est chercheur dans le public, on passe son temps à répondre à des appels d'offres pour justifier des moyens qu'on a. Et c'est pour ça que moi, j'ai demandé la suppression de l'ANR. Par contre, quand on est dans le privé, on bénéficie sans appel d'offres, sans rien, sans aucune justification du crédit impôt recherche. Et ça, c'est pas normal. Ensuite, on a continué à travailler sur un certain nombre de sujets qu'on avait abordés déjà les années précédentes, notamment sur les croisières. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo parce qu'on va reproposer une proposition de loi sur les croisières. On avait aussi travaillé avec le réseau Action Climat, je vous l'ai dit, sur les jets privés. On a continué à travailler en projet de loi de finances sur une taxation des billets d'avion. Et a priori, ça va être en partie retenu par le gouvernement. Voilà, vous voyez un peu comment on travaille, c'est-à-dire qu'on travaille en circonscription ou à Paris avec des associations, avec des syndicats, et à partir de tout ça, en fait, on en fait des amendements, on en fait en fait de la loi, et c'est ça, à ça que sert un député. Les autres sujets sur lesquels j'ai travaillé dans la période, d'abord, juste pour faire le lien avec le projet de loi finance de la sécurité sociale, il y a quelque chose qui est assez gravissime qui est en cours, c'est la suppression d'une des unités de psychiatrie à Édouard-Toulouse. Donc, vous savez, la psychiatrie est sectorisée, c'est-à-dire que quand vous avez un problème psychiatrique, vous avez un endroit où vous pouvez rencontrer des psychiatres et des infirmiers psychiatriques, etc. Voire des lits pour ceux pour qui peuvent pas directement ressortir. Et en fait, il y en a 2 dans les quartiers nord, dans le 15 et 16e arrondissement, d'unités psychiatriques, et une des 2 unités est obligée de fermer faute de psychiatre. Donc là, j'ai accompagné les salariés CGT FO à l'agence régionale de santé la semaine dernière. On continue à travailler sur le dossier et je pense qu'il faut qu'on obtienne à la fois de l'Agence régionale de la santé et des différents acteurs la réouverture de cette unité psychiatrique. 2 derniers sujets pour conclure. J'ai été un peu long, mais c'est normal, c'est le premier fil du mandat et on n'a pas fait depuis longtemps, depuis la dissolution. 2 sujets très rapidement et un rendez-vous. Premier sujet, la question du logement. Vous ne pouvez pas ne pas parler du logement. Évidemment, il y a eu le drame de la rue d'Aubagne il y a 6 ans. Il y a les procès de la rue d'Aubagne qui s'ouvrent. Il y a eu une mobilisation dans la rue à laquelle j'ai participé. Et donc, sur cette question-là, je continue de travailler sur les fonds des dossiers. D'abord, j'ai rencontré la semaine dernière un Centre-Ville pour tous, qui est une association qui travaille beaucoup sur ces questions-là. On a ouvert toutes les questions, l'insalubrité, la rénovation, le logement social, l'encadrement des loyers. Et ensuite, l'autre sujet, c'est que je suis intervenu en séance, notamment sur Airbnb. Allez expliquer aux Marseillaises et aux Marseillais qui ne trouvent pas de logement. C'est un vrai souci. Il y a même des assises du logement avec le maire, avec la droite. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème et qu'il y a une multiplication des plateformes de logement Airbnb. Allez leur expliquer que le patrimoine des gens, là, il faut que ça soit pour les touristes et pas pour les Marseillaises et les Marseillais. Allez leur expliquer. Parce qu'effectivement, le vrai problème, c'est ceux qui en font un commerce. Et un commerce avec 2, 3, 4, 5, 10 appartements. Oui, mais c'est de ça dont on parle. Et on va continuer à travailler sur la question d'Airbnb pour essayer de limiter en fait le logement touristique. En gros, c'est une part importante des logements maintenant. Alors à Paris, c'est très fort, à Marseille, ça commence à être très fort, qui sont captés par les touristes, et c'est autant de logements en moins pour les habitants et les habitantes de notre ville, et ça contribue en fait à la pénurie de logements. Je prends ma petite feuille. Je prends ma petite feuille pour vous parler du dernier sujet. Oui, qui est important, je voulais pas l'oublier, c'est la question
de la casse du travail et de l'ubérisation du travail. Et là, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Premier exemple, c'est les salariés d'ID Logistique que j'ai rencontrés. C'est quoi ID Logistique? C'est une filiale, ou en tout cas, c'est un sous-traitant d'Amazon. C'est-à-dire, quand vous commandez sur Amazon, ne dites pas vous commandez pas sur Amazon. En fait, tout le monde commande un moment sur Amazon. C'est pas bien, mais bon, ceux qui commandent sur Amazon, eh ben, leur colis arrive à Marseille et en réalité, c'est ID Logistique qui distribuait les colis sur tout Marseille. Et il se trouve qu'Amazon a réouvert un nouvel entrepôt ailleurs et a décidé d'arrêter de faire travailler ID Logistique. Et ce qui est scandaleux dans l'affaire, c'est qu'en fait, ID Logistique, qui est un sous-traitant français, a dit aux salariés, bah, écoutez, c'est simple, vous avez signé une clause de mobilité, donc soit vous allez travailler à Bolène, donc c'est à 146 km de là, soit vous êtes licencié, sans indemnité, sans rien. Et ça, c'est absolument indécent d'un point de vue règle du travail. Alors aujourd'hui, on est à un entrepôt de ID Logistique, qui est un sous-traitant d'Amazon, et les salariés sont aujourd'hui en lutte et en grève. Pourquoi ? Parce que cet entrepôt, qui est juste derrière nous, il va arrêter de fonctionner. Le problème, c'est que tous les salariés qui sont ici, on leur propose strictement rien. On va leur demander d'aller à Bolène. Et c'est de 900 € s'ils font les trajets tous les jours. Ça revient à 900 € par mois. C'est complètement impossible pour les salariés. Donc voilà, et ça, on a essayé d'accompagner les salariés. J'ai eu une réponse pour la peine, il faut le noter, de la ministre du Travail qui a accepté de nous répondre. Et donc voilà, on essaie d'accompagner les salariés sur ce sujet-là. Autre sujet à peu près similaire, c'est et tous les Marseillais le voient, c'est la grève au niveau de la propreté, à la fois dans le métro et à la gare Saint-Charles. Là, c'est aussi une histoire de sous-traitance. Hein, c'est que c'est pas la RTM ni la SNCF qui s'occupe du ménage. Elle sous-traite ça à une boîte. Cette boîte, il y avait des gros soucis avec le dirigeant de la boîte qui a utilisé l'argent n'importe comment. Et donc, du coup, la boîte, elle est liquidée et il change de prestataire de service. Mais au passage, il liquide tous les salariés. Et dans les salariés qui liquident, c'est tous les syndicalistes. Donc, du coup, il y a un conflit social. Et du coup, c'est depuis le mois de septembre, en fait, il y a des ordures dans la gare Saint-Charles. Tout le monde est outré par cette situation. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que député? C'est vrai que là, c'est une situation locale. Eh ben, j'ai rencontré, j'ai interpellé la mairie, j'ai interpellé les représentants de SNCF Connexion et de la RTM depuis le mois de septembre. J'attends toujours leur réponse. Et j'ai été aussi rencontrer plusieurs fois les salariés. Donc voilà ce type de choses qui me semblent assez intéressants. On a aussi rencontré les salariés de la CGT, EDF et GRDF et Enedis. Et c'était intéressant aussi parce qu'ils nous ont raconté qu'ils ont de moins en moins de techniciens et que tout est sous-traité. Y compris, vous vous rappelez, les compteurs Linky. Et ben tous les compteurs Linky qui ont été mis, et certains dysfonctionnent, ont été mis en place pas par des salariés d'Enedis, hein, mais par des sous-traitants qui connaissaient mal les métiers. Et j'ai pu discuter avec les salariés qui sont CGT, Enedis notamment, et GRDF, des conséquences catastrophiques en termes de qualité du travail, en termes de risque, compris d'incendie, de cette sous-traitance. Et c'est mon ami Hervé, donc qui avec Daniel Simonet on fait aussi, que je vous invite à aller regarder, un débat très intéressant à Marseille, auquel j'ai participé en visio, mais j'ai participé, la vidéo vous pourrez la retrouver, sur cette logique infernale de la sous-traitance. Et avec Hervé, on est en train de travailler à une proposition de loi, notamment pour des prix planchers dans la sous-traitance dans le transport. Donc voilà le dernier sujet sur lequel je voulais vous interpeller. Juste une dernière chose, Pauline, est-ce que tu peux me donner un tract? On va distribuer ce petit tract assez largement. Donc c'est notre assemblée de circonscription. Je vous invite tous et toutes à venir. Ça sera le 21 novembre. Je vais vous raconter à peu près les mêmes choses, mais en même temps, ça sera vachement plus sympa parce qu'on pourra boire un coup après. Et en plus, ça nous permettra d'échanger. Si vous avez des questions sur la situation politique, sur les enjeux du moment, sur le nouveau Front populaire, sur des choses dont j'ai pas parlé. Est-ce qu'il va y avoir une solution? Est-ce que le président va démissionner? Qu'est-ce que je pense de la victoire de Trump? Voilà, c'est des choses dont on n'a pas parlé là, mais qui me semblent intéressantes de discuter. Vous pouvez venir. Donc, ça sera le jeudi 21 novembre au CMA Le Méridien, 17 boulevard Jeanne d'Arc, et c'est à 18h30. Bonne journée et au revoir.